Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les sonnettes de la rentrée pour les chercheurs camerounais ce mercredi au Palais des Congrès. Rentrée scientifique marquée par des lauriers et des avancements de grade. C'est à vivre en tête de ce journal. Les sonnettes du ras-le-bol dans le corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Les crises sécuritaires et sanitaires et les tracasseries plombent toute l'activité des transporteurs. L'espoir à l'horizon, c'est le chemin de fer. Nous faisons le point dans ce 20h30. Et puis les sonnettes d'alarme qui retentissent sur le front de la lutte contre la poliomyélite. Le virus vaincu pointe cependant du nez dans la région du centre. Nous irons vivre le ras-le-bol des responsables du programme de vaccination pour un Cameroun sans polio. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ambiance de rentrée scientifique au Cameroun ce 24 février. Les chercheurs camerounais marquaient la reprise de leurs activités et la célébration des meilleurs des leurs. Une 8e édition placée sous le thème très actuel de la riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes. À cette occasion, le ministre Madeleine Tchente a décerné des honneurs scientifiques au docteur Elisabeth Tamandjong et procédé à des avancements de grade. Et de bout en bout, le Covid-19 aura marqué cette rentrée. Franck Evina. C'est la grand-messe des chercheurs du Cameroun. Depuis 2013, la science fait sa rentrée tous les ans. Pour cette 8e édition, la crise sanitaire actuelle a commandé les conditions d'organisation, avec notamment la réduction des places en présentiel, mais aussi le choix du thème. Un thème qui évalue la riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes, comme le Covid-19. Du potentiel naturel et humain pour vaincre cette infection nouvelle et mutante, le Cameroun en a. C'est ce que démontre la leçon inaugurale du chef de l'herbier national, le professeur Jean Lagarde-Betty. 8500 espèces végétales, des phytochimistes, ethnopharmacologues et tradithérapeutes aguerris. À cette communauté de chercheurs, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation va réaffirmer le soutien du gouvernement. Le docteur Madeleine Tchente n'oublie pas les chercheurs des autres secteurs, comme le docteur Elisabeth Tamandjong, spécialiste du management de l'éducation, qui reçoit les honneurs scientifiques. Les plus jeunes suivent les pas de cet éminent chercheur, environ 1000 nouveaux promus au grade supérieur. Parmi eux, la toute première femme directeur de recherche à l'IRAD. Je procède soit en renforçant des matrices alimentaires traditionnelles, soit en mettant au point des nouveaux aliments. Et toutefois que ces technologies sont développées et mises en œuvre, nous les transférons aux principaux utilisateurs que sont les producteurs. Justement, le Cameroun a besoin de ces progrès de la recherche pour doper la production agricole et relancer une économie grippée par la pandémie. Et cette rentrée scientifique en contexte de crise sanitaire aiguë vient tout naturellement remettre sous la lumière les découvertes des chercheurs locaux, des professionnels de la pharmacopée traditionnelle. Avec cette question ce soir, où en est donc le processus d'homologation de leurs potions au ministère de la Recherche scientifique bien sûr, mais aussi au ministère de la Santé publique? Barbara Padjama a mené l'enquête. Regardez. Au Cameroun, la recherche scientifique creuse pour exploiter depuis la racine et les tradithérapeutes éclairent la lanterne. Ils sont légion, consultés pour venir à bout d'une liste de maladies. Comme les hépatites, nous avons le diabète, le paludisme. C'est que le paludisme, c'est une maladie qui sévit toujours. Avec l'arrivée du corona, ça a donné encore plus de lumière dans le secteur de la médecine traditionnelle. Traité dans les normes, le gouvernement est d'accord, mais après une série de tests. Il y avait le processus de standardisation qui doit être respecté, le conditionnement du produit. Avant d'arriver à ces étapes, il faudra faire la phytochimie des produits
Il faudra, pour évaluer les métabolismes secondaires actifs dans la plante, pour effectivement confirmer que le médicament qui est dit pour traiter telle maladie agit effectivement. Le ministère de la Recherche scientifique et celui de la Santé publique analysent leur efficience au labo. La population a testé de l'efficacité pour ceux qui ont consommé les extraits. C'est donc cette base également qu'on conduit les études jusqu'à l'essai clinique. Chaque année, le Cameroun perd environ 100 milliards de francs CFA dans l'import des produits pharmaceutiques. La forêt, selon eux, peut couvrir ces écarts économiques. Nous avons toutes les potentialités au Cameroun. On a toutes les espèces de plantes médicinales. Après cette longue attente d'homologation, la médecine endogène pourrait prescrire des sirops, des comprimés et des tisanes sur une ordonnance de grand-mère des temps modernes. Ouvrons à présent le dossier du 20h30 pour un voyage en parcours du combattant dans le corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, deux axes stratégiques qui subissent de plein fouet les effets des deux crises sécuritaires et sanitaires. En République centrafricaine, la crise post-électorale a déjà causé la perte, dit-on, de 3 milliards de francs CFA aux transporteurs routiers, alors que la crise du Covid-19 a englouti quelques 40% du trafic sur la ligne Douala-N'Djamena. Des pertes qui ont maintenant de graves répercussions sur l'activité économique. État des lieux au Cameroun, au Tchad et en RCA avec Cyril Kingembepe. Sécuriser ces milliers de tonnes de marchandises destinées à Bangui et qui, en raison des attaques rebelles, ont passé plusieurs semaines au Cameroun, dans la localité frontalière de Garoua-Boulaye. Nous avons fait une première tentative qui se soldait par des tirs nourris. Et ces tirs nourris, on a failli perdre 2 chauffeurs qui ont été grièvement blessés par balles, transportés par hélicoptère. Ils sont jusqu'à présent en soins, je ne veux pas dire intensifs. Des milliers de transporteurs et leurs camions sans activité, de nouvelles dépenses obligatoires. La présence des réfugiés étant également un fardeau. Aujourd'hui, les pertes aussi autour de 6 milliards de francs CFA s'agissant du corridor Douala-Bangui. Parce que là, c'est au niveau de l'activité de transport en tant que telle. Sur le corridor Douala-N'Djamena, c'est une autre réalité. L'immobilisation des camions pendant 2 mois a un coût au niveau des employés qui sont immobilisés pendant des jours, mais aussi au niveau des engins, des véhicules surtout qui sont en traite. Le poids économique de ces 2 corridors pour la sous-région pousse les gouvernements du Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine à multiplier des actes d'assurance en direction des transporteurs. Il faut dire que ces transporteurs routiers camerounais, tchadiens et centrafricains vivent un véritable calvaire sur cette route nationale numéro 1, un chemin de croix marqué par de multiples barrages de contrôle, l'absence du GPS sur de longs parcours, des procédures interminables et tous estiment aujourd'hui que la coupe est pleine. Lucrèce Mbenga. Les internationales ont instauré 5 checkpoints, 2 dans le corridor Douala-Bangui, 3 dans le corridor Douala-N'Djamena. Mais les transporteurs n'en finissent plus de compter les postes de contrôle. Et pourtant, muni du précieux sésame qu'est le sauf-conduit international sur lequel toutes les administrations, douane, police, gendarmerie, bureau de fret apposent leur signature avant l'entrée dans le corridor à partir de Yassa à Douala, les transporteurs sont supposés circuler dans les différents corridors sans autre forme de contrôle, à l'exception bien sûr de ceux retenus par les conventions internationales. Mais la réalité est tout autre. Entre les contrôles de façade et les postes de péage factice, les transporteurs noient une bonne partie de leurs bénéfices. La course d'obstacles, c'est aussi le GPS. Instrument de suivi et de traçabilité des marchandises, l'importance et l'efficacité du GPS n'est plus à démontrer. Seul bémol, ces frais de location imputés abusivement aux transporteurs. Ça pose sur la batterie du camion avec à la clé des problèmes mécaniques, mais aussi et surtout son nombre jugé insuffisant, ce qui ouvre la voie à toutes sortes de trafics. À ces obstacles s'ajoutent ceux liés à la qualité de la connexion et de l'énergie. Tout ceci impacte négativement la dématérialisation des procédures sur la place portuaire. À la fin du parcours, les coûts du transport de transit s'en trouvent renchéris et les acteurs du secteur y perdent en temps et en argent.
Heureusement pour les commerçants sur la ligne Tchad-Cameroun, l'espoir vient désormais du chemin de fer. Ce sera de Douala jusqu'à N'Djamena. Les études vont démarrer pour le tronçon Ngaoundéré-N'Djamena grâce à la convention signée cette dernière semaine entre le ministre camerounais de l'économie et la Banque africaine de développement. Ces travaux et leur calendrier évoqués ici par Marie-Laurence Nké. L'extension du chemin de fer Cameroun-Tchad vient de connaître une impulsion décisive. La coopération triangulaire Cameroun-Tchad-Banque africaine de développement vient de permettre la mise à disposition des fonds nécessaires pour la réalisation d'une étude technique. Coût de l'étude, 3,2 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le Cameroun sert de porte d'entrée pour le Tchad au niveau de la mer et facilite évidemment les échanges commerciaux de ce pays avec le nôtre. Nous voulons voir ces échanges s'intensifier en utilisant des alternatives qui viennent aussi bien compléter les différentes options de transport, mais surtout améliorer la compétitivité, réduire les coûts. Le chemin de fer a cette particularité d'être peu polluant et il permet aussi de transporter à des coûts les plus faibles des marchandises lourdes. L'élimination des checkpoints, la baisse du coût des transports et l'amélioration de la compétitivité des prix des marchandises rendues à N'Djamena sont entre autres impacts attendus de ce projet. Dans le domaine précis des transports aériens, le Cameroun et l'Algérie sont désormais liés par un accord de facilitation des échanges commerciaux. Les documents relatifs étaient signés ce mercredi même par l'ambassadeur d'Algérie et par le ministre camerounais des Transports. Le reportage de Pierre Binambarga. Coopération aérienne Cameroun-Algérie, les regards tournés vers le même horizon. L'accord signé ici par le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, et l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Melzar Bidjaoui, permettra de faciliter les accords commerciaux entre les deux pays à travers des liaisons directes. Cet accord que nous venons de signer aujourd'hui est une formidable opportunité pour les deux compagnies, Air Algérie d'une part, mais surtout notre compagnie nationale, Camerco, qui se voit là une ouverture des portes dans le cadre du développement des activités régionales qu'elle entend mener. La compagnie algérienne est déjà disposée à opérer sous cet accord à travers les dessertes des villes de Yaoundé et Douala. Le Cameroun, c'est le pays pivot en Afrique centrale. Nous souhaitons partir du Cameroun pour aller vers d'autres destinations. Cet accord va faciliter non seulement le rapprochement des populations, mais aussi la promotion de l'activité touristique. Il va aussi densifier les échanges commerciaux et le développement d'une véritable coopération technique dans le secteur de l'aéronautique. La suite du journal avec cet acte du chef de l'État qui nomme un nouveau président à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Il s'appelle Mindios Momeni Martin Paul et c'était ce mercredi cet acte de nomination par décret du président de la République, son Excellence Paul Biya. Jusqu'à sa nomination, il était directeur des études, des programmes et de la coopération au ministère de l'Agriculture et du développement rural. Nous y reviendrons. Ce mercredi marquait également la fin de la réunion de revue des chantiers d'infrastructure au ministère des Travaux publics. En 3 jours, 49 projets ont ainsi été passés au peigne fin par tous les maillons concernés. Rodrigue Bertrand-Tueno, notre reporter, dresse le bilan de ces travaux. L'évaluation de 8 chantiers du réseau septentrional a meublé la 3e et dernière journée de la revue des projets d'infrastructure routière du ministère des Travaux publics. À l'heure du bilan, il y avait du bon et du moins bon. Nous avons réalisé avec satisfaction que, d'une manière générale, les chronogrammes d'exécution sont respectés. Il y a aussi des difficultés, notamment concernant la disponibilité des liens. Par exemple, un lien comme le bitume est de moins en moins disponible. Nous aurons des chantiers livrés tout le long de l'année, en commençant par Mawabogo. Nous aurons aussi l'ENA Tibati qui va être livré. Nous aurons Marwamora. Bref, il y a un certain nombre de chantiers qui seront livrés. Ceux qui n'ont pas pu être démarrés le seront. À la fin de cet exercice,
nous avons noté qu'il faille former davantage nos collaborateurs à la notion de suivi de chantier. Le ministre a annoncé des descentes sur le terrain pour s'assurer de l'implémentation des prescriptions faites au cours de ces assises. Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux au Cameroun est en évaluation. Les évaluateurs sont la délégation du groupe d'action contre ce phénomène. La délégation est en visite de travail à Yaoundé depuis hier. Elle était reçue en audience hier mardi par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Le compte rendu de ces échanges, Étienne Pascal Azeg. Les directeurs de l'administration centrale et les responsables des circonscriptions financières de Yaoundé s'imprègnent des mécanismes qui vont gouverner les opérations de comptabilité destinées aux régions et aux communes en 2021 au Cameroun. Il s'agit de la grande réforme des finances publiques dans notre pays. Que les services financiers de l'État facilitent au maximum l'exécution de leurs opérations pour le bien-être des populations locales. Ce qui signifie recouvrement de leurs recettes à temps, reversement des recettes qui leur sont dues à temps et bien évidemment le paiement de leurs factures dans les délais les plus courts pour que les chefs des exécutifs régionaux soient satisfaits du travail qui est mis en place par les collaborateurs de Monsieur le ministre des Finances. Les différents exposés de l'auditorium du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire étaient axés également sur la modernisation et le réseau Trésor au Cameroun, la démarche qualitative ainsi que la quête de la transparence. Les participants ont également reçu la présentation de la nomenclature des pièces justificatives et des opérations budgétaires de l'État au titre de l'exercice 2021. Retour progressif à la paix dans la région du Nord-Ouest, situation constatée hier par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui procédait par ailleurs à la réception de la toute nouvelle sous-préfecture de la ville de Bafout. Le bâtiment a été incendié, on s'en souvient, en 2018 par des terroristes. Ces travaux de réhabilitation ont été réalisés par le BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui a reçu une mention honorable du membre du gouvernement. L'envoyé spécial à Bafout, Jean-Pierre Congé. Depuis le déclenchement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la localité de Bafout a souvent été un des champs de bataille. Pour le MINAT, la reconstruction de la sous-préfecture de cette ville incendiée en 2018 par les terroristes et sa présence dans la localité témoigne de la reprise en main de la situation par les pouvoirs publics. Il y a un retour progressif à la normale et nous voulons également encourager les populations, n'est-ce pas, à nous suivre sur cette voie. Le ministre Paul Atangandji a saisi l'occasion de sa visite à Bafout pour saluer le travail efficient abattu par le BIR. Nous avons confié la réflexion au bataillon d'intervention rapide. Ils nous ont proposé des miradors devant et derrière qui peuvent suivre jusqu'à 2 km. Là où les entrepreneurs ne pouvaient pas arriver pour faire une réflexion, on a confié ce travail de réflexion de la sous-préfecture au bataillon d'intervention rapide. Le travail a été bien fait. Et je voudrais ici, au nom du chef de l'État, chef des armées, au nom du gouverneur, transmettre mes félicitations aux responsables du BIR qui ont accepté ce challenge. Un travail de fourmi du BIR qui visiblement porte des fruits auprès de la population de Bafout qui vaquent à nouveau à leurs occupations. Parlons à présent de ce coup de pouce du gouvernement aux éleveurs des vaches à lait dans les régions du centre, de la Damawa et de l'extrême nord. Ce sont en tout 16 organisations de producteurs de lait qui viennent ainsi de recevoir 164 vaches à lait d'origine française. Il s'agit d'accroître la production nationale de lait. La remise de ces vaches montbéliardes dans le nord est racontée ici par Ousmane Assanda. Les génisses montbéliardes arrivés à Garoua le 3 octobre 2020 sont d'abord passés s'acclimater à Louguéré, situé à une centaine de kilomètres de Garoua. Après une période d'acclimatation réussie, ce sont des vaches à lait accompagnées de leurs veaux qui ont été remises comme promis aux organisations des producteurs laitiers. Un rêve devenu réalité pour les bénéficiaires du centre de l'Adamawa et de l'extrême nord. C'est un acte très fort
qu'il a posées pour la production laitière. Je suis très très contente. Je faisais trop d'efforts pour un petit résultat. C'est un nouveau départ. Donc tous les membres sont vraiment contents de recevoir ces vaches à haute potentialité. Nous comptons booster cette production de lait. Cette action du gouvernement, financée par la Banque mondiale à travers le projet Prodel à hauteur de 54 milliards de francs CFA, entend révolutionner l'agriculture et partant réduire le déficit laitier de 120 000 tonnes par an au Cameroun. La révolution agricole voulue par le chef de l'État est en marche. Vous avez vu tout à l'heure une traite mécanique. C'est la petite technologie à partir de la traite. La vache elle-même, c'est un outil technologique parce qu'il s'agit de génétique travaillée par des éleveurs français qui aujourd'hui s'adaptent au Cameroun. Les résultats sont donc attendus dans les fermes puisque la page de l'élevage contemplatif est tournée. Il s'agit maintenant d'un business capable de casser la chaîne du sous-développement au Cameroun. La santé, avec cette alerte sur le front de la lutte contre la poliomyélite, le Cameroun conserve bien son statut de pays libre du poliovirus sauvage, mais on vient de constater le retour de quelques cas de la polio dans la ville de Yaoundé précisément. Et du coup, les responsables du programme élargi de vaccination prescrivent la vaccination absolue aux enfants de moins de 5 ans. Il s'agit de stopper cette épidémie déclenchée dans la région du centre. Laetitia Onana. C'est dans l'un des sites d'évacuation des eaux souillées, jouxtant le palais polyvalent des sports de Yaoundé, que circule le poliovirus de type 2, dont parle le ministre de la Santé publique dans son communiqué du 22 février 2021. Au programme élargi de vaccination, on précise bien qu'il ne s'agit pas de cas humains infectés. Il ne s'agit pas d'un cas humain de virus dérivé, mais un cas environnemental. Le prélèvement qui a été fait, c'est un prélèvement donc, dans lequel on a retrouvé 2 virus dérivés de type 2. La menace est réelle, il faut renforcer la couverture vaccinale chez les enfants pour espérer conserver notre statut de pays polio-free. Il faut rappeler que ce virus dérivé de type 2, il va se mettre à circuler uniquement si la communauté est faiblement ou insuffisamment vaccinée. L'hôpital de district de la Cité Verte et les 5 autres de la ville aux 7 collines sont donc en alerte. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le combat se poursuit également contre le coronavirus. On observe cependant l'abandon des mesures barrières au sein des établissements scolaires. Même constat pour les institutions universitaires. Évariste Eyanga, notre reporter, examine maintenant les conséquences de ce relâchement. C'est avec son invité et nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique ce soir. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Les mesures barrières sont observées en dents de scie dans les établissements d'enseignement, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur et également. Essayons de voir comment cela fonctionne, quel est l'écho qui revient donc au corps médical. Nous recevons ce soir le docteur Joseph Fokam. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes virologue du Centre international de référence Chantal Biya. Quel écho vous revient du terrain quant à l'observance ou non des mesures barrières dans les écoles? Depuis un temps, nous nous rendons compte que ces mesures sont de moins en moins respectées et nous craignons qu'il y ait une recrudescence en provenance des établissements scolaires. Raison pour laquelle nous voulons ici souligner à ces différents dirigeants de ces écoles de retourner réellement au respect strict des mesures barrières en mettant en place des actions plus proactives pour que nous n'ayons pas encore de nouveaux cas
provenant de ces écoles. Vous portez un peu la voix de certains enseignants et responsables d'établissements. La communauté éducative est comme portée vers la solution vaccin. Est-ce qu'elle est déjà indiquée dans les écoles? Déjà, par rapport au vaccin, c'est une problématique qui réellement est importante, oui, mais nous pensons que le vaccin pour les pays à ressources limitées comme le nôtre serait davantage plus prioritaire pour les personnes à risque, parmi lesquelles les personnes âgées, le personnel de santé et également les personnes qui présentent aussi des facteurs à risque pour la COVID-19. Et donc, nous espérons que pour les écoles où on a des élèves de moins en moins vulnérables pour la COVID-19, il serait important d'abord de respecter ces mesures barrières, surtout que le vaccin n'y est pas pour les mois à venir. Merci à vous, docteur Joseph Fokam. Le vaccin, il faut pour le moment l'exclure au niveau des établissements d'enseignement primaire, secondaire et même du supérieur, puisque ce sont des sujets les moins à risque. La question du vaccin, on va l'aborder à nouveau, ce sera demain, parce que le train est en marche vers l'Afrique. On va voir à quelle gare il se situe en ce qui concerne le cas du Cameroun. Merci Évariste. Cette communication sur le coronavirus se fait également en nos langues maternelles, dont la journée internationale célébrée ce 24 février en léger décalé ici au Cameroun. C'était la 22e édition avec pour thème promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation de la société. Voici les activités à Yaoundé dans ce reportage de Marlise Enoambarga à Omo. Ces jeunes écoliers maîtrisent presque à la perfection la langue maternelle. Pour aboutir à cette expérience encourageante, le gouvernement a depuis 2013 mis sur pied un échantillon de langue maternelle dispensé dans 43 écoles sur le plan national. Globalement, nous sommes satisfaits parce que nous avons vu des enfants qui sont fiers de ce qu'ils sont, et d'abord camerounais et non des citoyens d'ailleurs. L'école publique groupe 1A d'Etoudi, par ailleurs école multilingue, sert donc de cadre à la célébration de cette 22e édition avec au menu une leçon pratique agrémentée par des chants, le tout en langue ewondo. En attendant une extension de l'apprentissage des langues maternelles dans toutes les écoles du Cameroun, le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, Adam Soyono, a appelé les parents à échanger davantage dans leurs langues respectives avec leurs enfants pour la survie de la culture. Dans la région de l'Est, le village Essiengbot, dans l'arrondissement de Messamena, a reçu son tout nouveau chef, Sa Majesté Alexis Ndjolo, qui est par ailleurs le directeur du Centre international de référence Chantal Biya, vient de recevoir ses attributs des mains du sous-préfet de Messamena. Voici ses missions dans ce reportage de Claudia Zembomo de CRTV Centre. De Sa Majesté Alexis Ndjolo comme 5e chef du village Essiengbot a donné lieu à une cérémonie populaire repartie en 3 temps. L'onction officielle du sous-préfet de Messamena, Yves Stanislas Minlozoa, qui rappelle au professeur Ndjolo quelques missions essentielles. Promouvoir le développement économique, redoubler de vigilance dans la lutte contre le braconnage, l'exploitation illégale des forêts, le trafic d'ossements humains et faire preuve d'initiative personnelle. Le nouveau chef peut compter sur l'autorité administrative que je suis, sur les forces de maintien de l'ordre et sur les différents délégués d'arrondissement et assimilés pour l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Au regard de son parcours, l'homme a le profil de l'emploi et son arrivée comme chef de ce village suscite beaucoup d'espoir au sein de sa communauté. Nous devons travailler la main dans la main pour qu'ensemble nous trouvons les solutions pour améliorer les conditions des populations des Essiengbot, dont je suis un maire très ému, très content. L'initiation et l'intronisation du chef du village Essiengbot par le collège des chefs traditionnels présents et la messe dite à cette occasion ont constitué les articulations majeures de cette cérémonie. À Douala, la régionale d'épargne et de crédit présentait lundi l'opportunité que représente l'ouverture de son capital à travers la vente de 196 000 actions au grand public, à travers également son entrée à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Le compte rendu, Franck Jam, à Douala. Constituée de Financial Capital, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale
et le promoteur de la régionale. Le panel de ce roadshow a élucidé l'opération de vente d'actions engagée par la future banque. La bourse est un marché et quelqu'un qui va au marché soit pour acheter, soit pour vendre. Donc nous partons en bourse pour vendre 196 000 actions au prix de 42 000. Ceci, bien entendu, pour réaliser d'une part notre vision qui consiste à devenir une banque universelle et d'autre part pour implémenter davantage une de nos grandes valeurs qui est l'innovation. Auréolée de 110 000 clients, 41 agences au Cameroun et 2 au Gabon, la régionale de Pagne et de Crédit magnétise une vision divine à ses 300 employés. Plusieurs personnes aujourd'hui ont l'opportunité d'être désormais actionnaires dans une institution financière, une banque qui se veut solide, ceci de génération en génération. À 42 000 francs CFA l'action, le nombre d'actionnaires actuel à 145 sera porté après le 26 février à la hausse. La régionale est un bon risque. Et je dirais même plus, je ne suis pas sûr que dans les jours qui vont suivre, ils auront une opportunité comme celle-là en termes de rentabilité. Et je vous ai exposé tout à l'heure les 3 niveaux de rentabilité de l'action de la régionale, très suffisants au niveau des niveaux, mais en plus aussi la fierté d'être actionnaire dans une banque. Avec la cotation en bourse, la régionale d'épargne et de crédit entame son ascension vers la vie éternelle. La Prudential Beneficial Insurance et la NFC Bank s'accordent de leur côté pour améliorer le service de la banque assurance au Cameroun. Les 2 structures ont signé pour cela un partenariat. Il s'agit d'offrir une gamme variée de services aux besoins de la clientèle. Le reportage de Joséphine Priso de CRTV Centre. La concrétisation de ce partenariat entre Bren Hansom Quincy, Chief Operating Officer de Prudential Beneficial Insurance Cameroun, et Julius Manjo, directeur général de National Financial Credit Bank, est un paravent pour les clients de NFC Bank. Ceux-ci disposent non seulement de produits bancaires exceptionnels, mais aussi d'une couverture assurance optimale en cas d'éventualité. Nous allons avoir un groupe d'essais qui couvre les prêts octroyés aux individus ainsi qu'aux entreprises. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons le compte parrainé, qui est un produit endossé sur tous les comptes de la banque. Nous reversons le capital sur le compte du client qui va couvrir peut-être les découvertes qu'il avait. Un engagement de Prudential Beneficial Insurance qui entend réinventer l'avenir de la banque assurance au Cameroun. Les résultats sont visibles dans l'immédiat. Les clients NFC vont bénéficier aussi de la couverture Covid. Ils auront cette couverture gratuite. Donc, s'ils sont hospitalisés suite au Covid, ils auront un montant journalier. Au cas où il y a un décès, nous allons encore verser sur son compte 1 million. Tous ceux qui vont souscrire en le 30 mars vont avoir une couverture de 2 mois gratuite. Ce qui veut dire que leur couverture qui devait être sur 12 mois va aller sur 14 mois. Une aubaine qui s'inscrit dans la vision de NFC Bank dans son processus évolutif d'amélioration des offres de plus de 150 000 clients répartis dans 14 agences au Cameroun. La vision de NFC Bank, c'est d'être la banque de détail de référence en Afrique centrale. Ça fait partie de cet élargissement des gammes de produits pour accompagner et être toujours au service de notre clientèle. Normal de s'appuyer sur un partenaire sûr comme Prudential Beneficial Insurance, présente en Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est, filiale de Prudential PLC, cotée en bourse à Londres, qui sert 20 millions de clients dans le monde et dans son portefeuille 170 ans d'expérience. Et pour finir la page des sports avec cette nouvelle, bientôt le démarrage du championnat de football professionnel ce mercredi, et répondant à une correspondance du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre des Sports a signé un courrier relatif à la mise à disposition de la FECAFOOT des différents stades pour ce championnat. Décryptage de ces échanges épistolaires, Germain Noël Lessengue. Cet important acte fait suite aux 13 autres instructions contenues dans la lettre numéro 99/CF-SGPR du 23 février 2021 relative à l'organisation et le fonctionnement du football camerounais.
j'ai l'honneur, écrit le ministre, de mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football les différents stades concernés en vue du démarrage immédiat des championnats professionnels de football. Le chef du département des sports invite par conséquent la FECAFOOT à prendre attache avec la direction des affaires générales de son ministère pour les formalités relatives à la bonne utilisation des stades concernés. Le terme immédiat a tout son sens dans cette correspondance. Il est l'indication de l'imminence du démarrage des Ligues 1 et 2, nos championnats professionnels. Les stades, matières premières de production du spectacle, viennent d'être octroyés à l'organe fêtier du football national à qui il est demandé d'en faire bon usage. Cette mesure est l'un des premiers signes du retour sur les stades après l'adresse à la jeunesse du chef de l'État le 10 février dernier qui invitait les différentes instances du football à se ressaisir. Place au jeu. Voilà qui met un terme à ce 20h30. On retient essentiellement la rentrée scientifique au Cameroun. Le journal était préparé avec la collaboration de Irène Ndjanafouda et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous, ce sera à minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement le magazine des hommes et des vies sur cette antenne. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.